Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition des conversations de recherche qui aujourd'hui va porter sur la soutenabilité des dettes publiques en Afrique, qui est un sujet voilà, qui refait surface après les annulations, 15 ans après les annulations de dettes des années 2000, avec la dernière grosse initiative de l'initiative d'allègement de la dette multilatérale qui avait ramené les niveaux de dette à des niveaux soutenables après la mise en œuvre de plusieurs instruments de la communauté internationale pour réguler un petit peu les questions de soutenabilité de la dette. Eh bien, nous sommes de nouveau face à ce sujet de la soutenabilité des dettes en Afrique. Alors évidemment, c'est dans un contexte particulier, c'est vraiment quelque chose lié, on le verra, à plusieurs évolutions structurelles de la nature de l'endettement d'une part, depuis le début des années 2010, mais d'autre part, récemment, il y a eu une accélération avec la crise Covid, puisque tout cela se fait dans un contexte où la croissance africaine a connu une récession depuis, c'est la première récession depuis 25 ans. La croissance a été impactée négativement de l'ordre de 2% en récession. À un moment où le nombre, où cette crise a impacté la pauvreté, puisque la Banque mondiale, dans un de ses derniers rapports, a montré que les progrès faits sur l'élimination de la pauvreté avaient été inversés, et plus de 120 millions de personnes avaient basculé dans les niveaux de pauvreté extrême, dont 74 millions en Afrique subsaharienne. On est dans un moment où l'Afrique, de par ses contraintes de financement pour beaucoup et d'accès à la vaccination, n'a pas pu vacciner massivement. Et donc, tant que la vaccination massive et les solutions n'ont pas été trouvées, la relance sera compliquée. Et au final, pour faire face à cette crise, les besoins de financement sont énormes. Et puis, il y a estimé entre 200 et 450 milliards de dollars. Et la communauté internationale se préoccupe beaucoup de ce financement. Notamment, on peut citer la dernière réunion de financement des économies africaines qui s'est tenue à Paris le 18 mai prochain, qui s'est intéressée à ces questions. Du coup, aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'était déjà de vous présenter un travail qui avait été coécrit donc, par Marin Ferry, Benoît Jonvaux et Maxime Thérieux. Vous l'avez dans le chat, normalement, si vous voulez vous référer à la version la plus longue sur la soutenabilité des dettes africaines. L'idée dans ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter l'évolution de la dette souveraine depuis le début des années 2010 et plus récemment, et de réfléchir à son impact. Voilà, quelles vont être les conséquences de ces niveaux d'endettement par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce que ce niveau d'endettement nous dit sur les cadres existants, qui sont le cadre de viabilité de la dette, les pratiques d'endettement des autres bailleurs de fonds? Quelles solutions nous pouvons trouver collectivement pour faire face à ces problèmes de soutenabilité, en fonction que ce soit des problèmes de soutenabilité, de liquidité ou de solvabilité. Donc, comment la communauté internationale a répondu déjà à ces problèmes d'endettement et quelles peuvent être encore plus d'autres solutions, quelles peuvent être les solutions encore mieux affinées en fonction de la spécificité de la dette africaine, que ce soit par la communauté internationale d'une part, mais aussi par les États eux-mêmes, puisque il y a certainement d'autres solutions à trouver. Donc, pour ce faire, nous allons avoir une présentation d'abord de Marin Ferry et de Benoît Jonvaux pour à peu près une demi-heure. Ensuite, nous allons être rejoints par Anne-Laure Kichel, que j'introduirai au moment de son arrivée, qui va discuter ces présentations. Et nous aurons enfin une série de questions-réponses. Donc, je vous encourage à mettre vos questions, non pas dans le chat, mais dans l'onglet questions que vous voyez en haut, au milieu en fait, des pavés. Là, il y a chat, questions et participants. Le chat étant réservé plutôt pour vos commentaires, voilà, mais pas pour les questions. Voilà, vous signalez aussi que nous avons certains problèmes de connexion au siège de l'AFD aujourd'hui et qu'il n'est pas impossible que je doive éteindre ma caméra et je m'en excuse par avance.
Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Marin Ferry, donc, que je présente brièvement. Donc Marin Ferry, il est chercheur, il est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, hein. Il est aussi chercheur associé à l'université Paris-Dauphine, pardon, l'EDA Dial. Il travaille depuis toujours, enfin, depuis très longtemps, sur la question de l'endettement souverain, des restructurations de dettes. Et Benoît Jonvaux est économiste risque pays au département diagnostic économique et politique publique, hein, à l'AFD. Il est également spécialiste des questions de dette souveraine et puisque avant de rejoindre l'AFD, il y a un petit peu moins d'un an, il a passé de nombreuses années au ministère des Finances, hein, et notamment il était en poste au Liban. Donc voilà, je les remercie de leur participation et je leur passe la parole. Marin, je crois que tu commences. Oui, Merci. merci beaucoup Hélène pour cette introduction et bienvenue donc à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. Donc comme l'a très bien dit Hélène, moi ce que je vais faire, c'est dans un premier temps vous présenter une rapide évolution voilà, de l'endettement public en Afrique sur une période spécifique qui s'étend de 2012 à 2019. Alors pourquoi cette période 2012? Tout simplement parce que c'est l'année à partir de laquelle la quasi-totalité des pays PPTE africains avaient bénéficié donc des allègements et des annulations de dettes. Et 2019, donc juste avant que la crise du Covid ne s'étende à l'ensemble du monde, pour vous montrer effectivement qu'il y avait déjà des dynamiques d'endettement relativement insoutenables avant l'apparition du virus. Alors, dans ce rapport, ce que nous avons tout d'abord mis en exergue, c'est une hausse relativement significative et généralisée de l'endettement public depuis 2012 au sein du continent africain. Effectivement, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, on observe une augmentation de l'endettement public en moyenne, bien évidemment, puisque l'Afrique est un continent de 54 pays, donc il y a des situations extrêmement hétérogènes d'un pays à un autre. Mais en moyenne, on observe effectivement une augmentation de la dette publique de l'ordre de 25 points de PIB entre 2012 et 2019, qui ne s'est pas cantonnée à une région géographique en particulier, puisque comme vous le voyez sur le graphique de gauche, eh bien, la dette publique a augmenté aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Est ou qu'en Afrique du Nord. Et également, cette évolution donc croissante de la dette publique ne s'est pas non plus limitée à un groupe de revenus en particulier, puisque comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, eh bien, la dette publique a augmenté en moyenne aussi bien parmi les pays à faible revenu que parmi les pays à revenus intermédiaires, aussi bien de la tranche inférieure que de la tranche supérieure. Donc cette hausse de l'endettement, bon, elle s'explique par plein de facteurs, mais tout d'abord effectivement par les besoins financiers de ces pays et de ces États africains qui, compte tenu effectivement de l'agenda du développement à l'horizon 2030, eh bien, se tournent forcément par l'endettement, de par notamment une faible capacité fiscale et une faible capacité à trouver ses ressources domestiquement. Alors, cette tendance à l'augmentation de l'endettement public au sein du continent, bon, elle n'est pas limitée effectivement au continent, puisque si on regarde sur cette même période, on va observer aussi une hausse des dettes publiques dans les autres pays du monde, également dans les pays de l'OCDE, les pays qualifiés comme des pays à haut revenu, où même les niveaux d'endettement ils sont largement supérieurs à ceux enregistrés sur le continent africain. Donc, cela pose un petit peu la question de la capacité des États d'Afrique à soutenir des dettes qui sont relativement peu élevées comparativement à l'OCDE. Et voilà, cette plus faible capacité à soutenir des dettes effectivement inférieures à ceux enregistrés au sein des pays de l'OCDE, eh bien, provient effectivement de différents facteurs structurels que vous connaissez probablement aussi bien que moi, qui sont la forte prédominance du secteur informel au sein de ces économies, l'exposition aux chocs exogènes internationaux ou encore une plus faible capacité fiscale. Mais ce que l'on observe, c'est surtout que si cette dette est certes moins importante en termes de stock, c'est-à-dire lorsque l'on définit un indicateur relativement simple, celui de dette rapportée au PIB, cette dette est surtout plus onéreuse. Effectivement, si vous regardez le graphique ci-dessous, vous observez une augmentation donc des intérêts sur la dette extérieure publique en moyenne au sein des pays africains. Cet indicateur étant rapporté par rapport à un dénominateur qui fait sens, qui est celui des recettes fiscales. Donc, par exemple, fin des années 2010, en 2019, eh bien, cette charge, cet indicateur approxime un petit peu le service de la dette, eh bien, ces intérêts, en moyenne, au sein des pays d'Afrique, représentaient à peu près 3,5%, voire 4% des recettes fiscales de ces pays africains. Donc, une augmentation significative de la charge de la dette publique pour ces pays. Alors, cette augmentation effectivement du coût de la dette, elle provient d'où? Elle provient d'une évolution assez intéressante du profil des créanciers observé depuis 2012. Alors, comme vous avez pu l'entendre sur plein de plateformes différentes, effectivement, on a observé depuis le milieu des années 2000 une percée relativement significative des créanciers privés étrangers au sein de la dette des États d'Afrique.
effectivement, en moyenne, hein, vous avez une augmentation des obligations et des émissions obligataires donc sur les marchés financiers internationaux à partir du milieu des années 2000. Et ces émissions obligataires, si vous voulez, se sont accentuées et renforcées au fur et à mesure de la période. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, on a effectivement une augmentation de ces émissions obligataires, à la fois pour les pays à faible revenu, ainsi que pour les pays à revenus intermédiaires. Donc, dans un sens, hein, ces émissions obligataires sont plutôt une bonne chose pour les États africains, puisque cela leur permet un petit peu de s'éloigner, si vous voulez, des financements traditionnels, et notamment de ceux octroyés par la Banque mondiale et du FMI, et donc d'asseoir dans un certain sens leur souveraineté. Mais ils sont effectivement associés à ces nouveaux financements à un coût plus élevé, puisque les émissions obligataires sont généralement effectivement associées à un taux d'intérêt qui est rarement en dessous de 5%, qui était assez élevé au milieu des années 2000, bien qu'effectivement ces conditions de financement se soient allégées au fur et à mesure du temps avec une baisse effectivement des taux d'intérêt et un allongement des maturités. Alors, ce recours plus intense aux créanciers privés étrangers, s'est matérialisé de façon relativement triviale par un accroissement de la dette publique totale de ces pays. Effectivement, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, on observe une relation linéaire et positive entre la dette publique contractée auprès des créanciers privés et la dette publique extérieure totale. Et pourquoi cela a contribué effectivement à une augmentation? Parce qu'il n'y a pas eu, enfin du moins la dette contractée auprès des créanciers privés étrangers n'a pas agi comme un substitut à la dette contractée auprès des bailleurs traditionnels, comme les bailleurs bilatéraux et multilatéraux, ce qui, in fine, effectivement, a contribué à augmenter le stock de dette extérieure publique totale. Puisque au cours de cette période, on note également une contribution positive à l'accroissement de l'endettement public de ces pays, de la part donc des bailleurs bilatéraux comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis, ou encore de la part des bailleurs multilatéraux comme la Banque mondiale, le FMI ou les banques régionales de développement. Deuxième fait stylisé relativement important. Alors, dans le rapport effectivement coécrit avec Benoît Jonvaux et Maxime Thariot, on se focalise énormément sur la dette extérieure publique, mais il est aussi important de noter que cette percée des créanciers privés s'est également observée sur le côté effectivement de la dette intérieure, puisqu'on a eu effectivement une augmentation, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, assez importante de l'ordre de 9,5 points de PIB en moyenne, toujours entre 2012 et 2019, de la dette intérieure. Alors, effectivement, qu'est-ce qui est un petit peu légitime cette augmentation de la dette intérieure? Bon, deux facteurs, des facteurs côté offre et des facteurs également côté demande. Alors, des facteurs côté demande dans le sens où ces États africains ont également besoin de financer, comme je vous l'ai dit, d'importants investissements en infrastructure et des dépenses effectivement de fonctionnement également. Et donc se tournent davantage vers les marchés locaux. Pourquoi? Parce que les marchés locaux généralement prêtent en devise locale, ce qui contribue également à se protéger contre le risque de change. Et du côté offre, il y a un caractère relativement identifié par la littérature académique qui montre que les banques africaines sont assez caractérisées comme étant surliquides et que compte tenu des faibles niveaux de garantie ou du faible niveau de collatéral apporté par les acteurs du secteur privé, ces banques se tournent également du côté du souverain et donc prêtent de façon, sont assez enclines à prêter effectivement aux États d'Afrique subsaharienne et d'Afrique en général, ce qui conduit donc à une augmentation de la dette intérieure. Alors cette dette, elle est aussi plus onéreuse que celle contractée auprès des bailleurs traditionnels, avec des taux d'intérêt assez importants et des maturités assez courtes, même si comme pour la dette extérieure contractée auprès des créanciers privés, on observe effectivement un assouplissement des conditions de financement dans le temps avec une baisse des taux d'intérêt et un allongement des maturités. Enfin, dernier fait stylisé qui revient là aussi très souvent dans les médias, j'entends pas mal et je lis aussi beaucoup des papiers qui effectivement mettent en porte-à-faux la Chine, qui contribuerait effectivement au surendettement des États d'Afrique. Alors, effectivement, on ne peut pas aller contre l'idée que la Chine, entre 2012 et 2019, est devenue le premier bailleur bilatéral du continent. Si vous regardez le graphique de gauche, on observe donc la part de la Chine en moyenne dans la dette extérieure publique des pays d'Afrique, qui s'établit à 10% en 2012 donc, et qui s'établit par la suite à 16% en 2019, soit autant que la part de la dette extérieure en moyenne détenue par des créanciers bilatéraux. Donc effectivement, il va sans dire que la Chine est devenue le premier bailleur bilatéral du continent. Néanmoins, comme en introduction, l'Afrique est grande et vaste, comporte plein de pays différents. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau de droite, vous avez une situation extrêmement hétérogène d'un pays à un autre. Sur le graphique de droite, vous observez la variation en points de pourcentage de la dette contractée auprès de la Chine entre 2012 et 2019. Et vous observez effectivement qu'il y a des pays qui se sont extrêmement endettés auprès de la Chine, comme Djibouti, la République du Congo, l'Angola ou encore le Mozambique. Néanmoins, comme vous pouvez le voir avec le surlignage rouge clair et rouge foncé, vous avez également des pays qui se sont très peu
ou pas du tout endettés auprès de la Chine, comme par exemple le Sierra Leone, le Cap-Vert, le Soudan ou le Tchad, qui eux également en 2019 étaient en situation de risque de surendettement élevé ou en surendettement avéré et qui pourtant n'empruntaient pas énormément auprès de la Chine. Donc au sein de la littérature académique et même à l'aide de ce petit tableau descriptif, il est compliqué de dire effectivement que la Chine a agi comme un facteur du surendettement au sein des pays d'Afrique. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette situation de risque renforcé de surendettement, elle s'est avérée être présente dès 2019, bien avant que même fin 2018, début 2019, donc juste avant l'expansion de la pandémie et donc de cette crise du Covid. Effectivement, fin 2018, début 2019, vous avez la Banque mondiale et le FMI qui alertent déjà sur des niveaux d'endettement insoutenables pour bon nombre d'États africains. En 2019, vous aviez 50% des États d'Afrique qui étaient déclarés en situation de risque élevé de surendettement ou en situation de surendettement avéré, contre seulement 21% 5 ans auparavant. Se pose alors la question un petit peu du caractère récurrent de ces crises de surendettement et d'une évolution potentiellement cyclique des crises de surendettement au sein des pays en voie de développement et de façon plus spécifique au sein des pays d'Afrique, puisque suite aux indépendances, il y a eu déjà deux autres grosses crises de surendettement, celle du début des années 80 qui s'est étendue jusqu'à la fin des années 80 avec le plan Brady, puis par la suite celle de la fin des années 90 où en a résulté effectivement ces initiatives d'annulation de dette PPTE et d'annulation de dette multilatérale. Et enfin, cette nouvelle crise de la dette aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, nous assistons à une résurgence des crises de surendettement à peu près tous les 10-15 ans. Alors, ce que nous avons essayé de faire dans ce rapport, en plus justement de montrer un petit peu le caractère évolutif de cette situation de surendettement public entre 2012 et 2019, c'est essayer d'identifier les facteurs de ce surendettement. Et pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur une approche économétrique relativement simple, mais assez explicite d'Esterly en 2002. Esterly en 2002, dans son papier, essaye de montrer ou de déterminer, d'identifier les facteurs qui ont conduit les pays pauvres très endettés justement à être très endettés. Et nous reprenons son analyse économétrique et nous essayons de comparer justement les performances économiques et institutionnelles moyennes entre des États qui sont qualifiés comme surendettés ou en risque de surendettement et ceux qualifiés comme en situation d'endettement soutenable, c'est-à-dire à des niveaux faibles ou relativement modérés. D'accord ? Donc nous allons comparer dans ce papier un petit peu les différences en moyenne de performances économiques et institutionnelles pour voir s'il y a des performances économiques et institutionnelles plus marquées du côté des pays qualifiés comme étant en surendettement en fin de 2019 comparativement au groupe de pays qualifiés en situation de risque relativement faible de surendettement. Et nos résultats économétriques suggèrent que les États en situation de surendettement ont en moyenne, entre 2012 et 2019, enregistré des déficits courants et publics plus marqués, ce qui est relativement trivial, étant donné qu'ils avaient davantage de besoins justement pour combler ces déficits, ils se sont tournés vers de l'endettement. Mais ces pays étaient également en moyenne plus dépendants des ressources naturelles, ont subi une plus forte dégradation des termes de l'échange et ont vu en moyenne la part de l'investissement augmenter au sein de leur économie, qui fait un petit peu résonance avec ces déficits courants et publics qu'il faut financer pour notamment financer l'investissement. Sauf que ce qui est intéressant de noter, c'est que si effectivement ces pays ont enregistré une part de l'investissement plus importante au sein de leur économie, ils n'ont en revanche pas enregistré une croissance économique plus marquée par rapport aux autres pays en situation de risque modéré ou faible. Donc, ces facteurs que nous avons identifiés sur la base de cette analyse économétrique, qui est sur un petit échantillon, donc à prendre avec des pincettes et à mettre effectivement en relation avec les graphiques qui appuient un petit peu notre analyse économétrique, fournissent une certaine résonance avec les anciennes crises de surendettement, puisque au sein de la littérature, là aussi, plusieurs facteurs ont été identifiés comme expliquant les situations de surendettement dans les crises passées. Par exemple, vous avez les travaux de Kroom et de Green, qui ont montré effectivement que la chute du cours des matières premières avait alimenté les problèmes de surendettement lors de la crise des années 80, ce qui est un peu le cas ici aussi, puisqu'à partir de 2014, on observe effectivement une baisse assez marquée du cours des matières premières qui plonge certains des pays dans des problèmes de liquidité, donc de service de la dette sur le court terme. Vous aviez aussi dans ces facteurs des crises passées la hausse du service de la dette suite à la politique restrictive de Volcker. Alors là, effectivement, il n'y a pas eu de choc restrictif sur les politiques monétaires comme celle de 79, mais de par la diversification des créanciers, vous avez eu aussi une augmentation du service de la dette entre 2012 et 2019. Et ensuite, deux autres facteurs qui ont été identifiés, comme par exemple les dépenses publiques irréversibles qui conduisent à emprunter de façon continuelle auprès des bailleurs officiels, ce qui est toujours le cas. Vous avez effectivement des États qui s'endettent auprès des bailleurs multilatéraux pour justement financer des dépenses de fonctionnement et un faible rendement des investissements financés par la dette, ce qui est également le cas puisque nous avons observé que la part de l'investissement avait certes augmenté, mais qu'elle ne s'était pas transformée en croissance économique supplémentaire. Et donc, ce qui pose la
question de la capacité d'absorption de ces pays et de transformation donc, de la dette contractée en investissement productif et qui génère de la croissance économique et in fine des recettes fiscales qui pourraient permettre justement de rembourser cette dette. Donc, voilà, tout le débat autour de la bonne dette, de la mauvaise dette. Est-ce que cette dette qui a été contractée sur cette période 2012-2019 a permis effectivement de générer de la croissance et générer des recettes fiscales? Et enfin, pour finir, et de façon un petit peu provocatrice, nous nous sommes posé la question de est-ce que les initiatives d'annulation de dette avaient eu un impact sur ce réendettement, puisque comme le montre Esterly dans son papier de 2002, dans des environnements où il y a une forte instabilité politique, effectivement, les décisionnaires publics pourraient être tentés de reconstituer leur stock de dette une fois les annulations de dette reçues. Effectivement. Alors, au sein de la littérature, on observe que dans un papier que j'ai coécrit avec Marc Raffineau et Baptiste Venet, tous deux maîtres de conférence à l'Université Paris-Dauphine, on observe que effectivement les pays qui ont bénéficié des annulations de dette PPT et IADM se sont davantage réendettés auprès des créanciers privés comparativement aux autres pays en voie de développement qui n'avaient pas bénéficié de ces initiatives. De même, Arnon et Presbitero ont montré que les pays PPTE avaient eu un accès plus intensifié comparativement toujours aux autres pays non éligibles à ces initiatives, avaient eu un accès privilégié aux marchés locaux de la dette. Donc, sur la base effectivement de ces résultats, on pourrait penser que les initiatives d'annulation de dette ont effectivement favorisé le surendettement. Or, fin 2019, parmi les 31 anciens pays PPTE d'Afrique, seulement 14 étaient déclarés en situation de surendettement avéré ou en situation de risque élevé de surendettement. Donc, comme vous pouvez le voir, les initiatives d'annulation de dette ne peuvent être considérées comme un facteur prédominant du réendettement, mais pour certains pays, peuvent expliquer effectivement des comportements d'aléa moral. Donc voilà, je vous laisse effectivement sur cette partie qui visait donc juste à établir un petit diagnostic de l'évolution de l'endettement public et d'identifier quelques facteurs du surendettement. Et je laisse maintenant la parole à mon co-auteur Benoît Jonvaux. Oui, bonjour à tous. Merci Marin pour cette présentation donc, du constat qu'on fait dans l'étude qu'on vient d'écrire. Moi, la question à laquelle je souhaite un petit peu m'intéresser maintenant, c'est celle de l'année 2020. On la traite rapidement dans notre analyse, mais il me semble important de revenir dessus. Je vais présenter quelques faits stylisés sur la situation en 2020 et 2021, maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de recul, et essayer de comprendre si la crise de 2020 constitue ou non une rupture sur ces questions de soutenabilité de la dette, et sur ce que l'année 2020 aussi peut nous apprendre sur la façon d'appréhender ce sujet, au regard justement des évolutions dont Marin vient de parler au cours des 10 dernières années. Est-ce que le choc de 2020 vient confirmer ou non certaines de nos analyses et permet d'affiner un petit peu ces déterminants justement du surendettement dont Marin vient de parler. La première chose, premier fait stylisé, 2020, c'est bien un choc sur, en tout cas, les niveaux de dette rapportés au PIB. Sans surprise parce que la croissance a été moins forte, tous les pays sont entrés en récession, sans surprise parce que les déficits publics se sont creusés, et sans surprise parce qu'un certain nombre de monnaies se sont dépréciées et ont donc automatiquement augmenté la part de la dette publique en devises. Les ratios d'endettement donc augmentent quasiment partout, sur tout le continent, pour la majorité des pays. Et ce qui est important de noter, c'est qu'elle augmente dans plus de 25 pays plus rapidement qu'elle ne l'a fait en cumulé au cours des 3 dernières années. Donc, on a une accélération de l'endettement ou du réendettement en 2020. Et pour plusieurs pays, une dizaine de pays, la dette publique augmente à nouveau, alors que ces pays avaient réussi justement à la stabiliser, voire à faire diminuer ces ratios d'endettement. En moyenne, pour le continent, c'est le graphique de droite, c'est un choc de 10 points de PIB par rapport aux estimations qui étaient faites avant la crise. Si on compare les prévisions du FMI qui sont faites aujourd'hui et celles qui étaient faites à la fin de l'année 2019. Deuxième fait stylisé, ce choc de 10 points de PIB, il se maintiendra au moins jusqu'en 2024. C'est pas une augmentation en 2020 et puis on retrouve les niveaux précédents dès 2021 ou 2022. C'est un choc qui se maintient dans le temps. Et donc, un certain nombre de pays d'Afrique vont devoir vivre avec 10 points de PIB de dette en plus que s'il n'y avait pas eu la crise. Et ce choc, et Marin insistait suffisamment, je pense, sur ce point, sur l'hétérogénéité des situations des pays d'Afrique par rapport à la question de l'endettement, il touche inégalement les pays d'Afrique. Certains pays, à horizon 5 ans, devront vivre avec un niveau de dette supplémentaire, je parlais là de 10 points de PIB en moyenne, mais pour certains pays, c'est 20 ou 30 points de PIB en plus que s'il n'y avait pas eu la crise. Sur ce graphique, pour le lire simplement, plus on se déplace sur la droite, plus ce sont des pays dont le choc a été important en 2020, plus on monte vers le haut, plus ce sont des pays pour lesquels le choc sera encore important en 2024, donc à horizon 5 ans. Et donc, selon ce petit graphique, on voit tout de suite qu'il y a un certain nombre de pays
pour lesquels le choc a été important et va s'accentuer dans les années à venir. Ce qui est important quand même de souligner, c'est que ce choc de 10 points de PIB en moyenne dont je parle, c'est pas spécifique à l'Afrique, hein, évidemment, bien loin de là. Marin le mentionnait aussi sur la décennie passée, mais en 2020, le FMI estime ce choc sur le niveau de dette publique rapporté au PIB à environ 20 points de PIB pour les économies avancées. Donc plutôt même plus faible pour l'Afrique. Mais il existe d'autres particularités qui entrent en résonance avec les évolutions dont Marin vient de parler, et notamment un choc qui n'est pas seulement sur le niveau de dette sur PIB, mais un choc sur les déterminants de soutenabilité de la dette. Le premier choc, donc celui dont je viens de parler, c'est évidemment celui du niveau de dette sur PIB, qui est un facteur important dans la détermination ou non des situations de surendettement ou des risques de surendettement, et qui doit être mis, ce choc de 10 points de PIB, en regard d'une situation où les pays étaient, ce que disait Marin, plus de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne à faible revenu étaient évalués en situation de surendettement avéré ou de risque élevé de surendettement, ce qui témoigne aussi d'une plus faible tolérance à la dette, c'est-à-dire un niveau de dette sur PIB égal. Certains pays auront plus de mal à soutenir cette dette sur le temps, à pouvoir faire face aux échéances de remboursement, à faire face à des épisodes de tension sur la liquidité que d'autres. Le second choc, c'est celui de la croissance. Hélène le mentionnait en introduction de ce webinaire. Le choc sur la croissance, c'est un choc sur le niveau de PIB, donc automatiquement un choc sur les ratios et sur les dynamiques d'endettement, puisqu'une des dynamiques de l'endettement ou du rendettement, c'est le différentiel entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. Et 2020 a été effectivement la première année de récession du continent depuis au moins 25 ans. Et surtout, ce qui est important de noter au-delà de ce choc assez fort en 2020, c'est ce qu'on peut appeler un Covid long qui fait sentir ses effets sur longue durée, avec des prévisions de reprise de l'activité qui sont moins bonnes qu'ailleurs dans le monde, pour un ensemble de raisons, hein, celles qui sont liées à l'incertitude sur la vaccination, et aussi, et peut-être surtout, parce que la plupart des États n'ont pas été en mesure, financièrement, budgétairement, monétairement, de mettre en place des plans de soutien à l'économie ou des plans de relance comme ceux qu'on connaît en Europe ou aux États-Unis. Et pour cette raison, ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est que l'Afrique ne devrait pas retrouver son niveau de PIB réel par habitant avant 2024. La plupart des pays du monde pourront le faire dès 2021 ou 2022, mais la reprise de la croissance qui sera plus faible en Afrique que dans le reste du monde. On est sur un rebond de croissance à 3,2-3,4% selon le compte de l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique dans son ensemble en 2021 contre 6% dans le monde. Donc on est sur une reprise plus faible et qui donc va mettre du temps à retrouver des niveaux d'activité, des niveaux de PIB qui ont été ceux qu'on connaissait avant. Un autre facteur assez important, c'est le choc sur les ressources des États. Alors là, c'est plus difficile d'estimer, d'avoir des prévisions fiables sur un horizon temporel plus long, mais en 2021, on a un creusement de ce que Marin appelait aussi les déficits jumeaux, c'est-à-dire les déficits publics et les déficits courants de la balance des paiements. De fait, donc ça creuse les déficits publics se creusent, donc hausse de l'endettement, et les déficits publics devront aussi se maintenir à un niveau plus élevé que ce qu'ils auraient été sans la crise dans les années à venir. Et ça restreint également les ressources disponibles pour faire face aux services de la dette, que ce soit les ressources budgétaires et plus encore les ressources en devises pour faire face aux services de la dette externe, c'est-à-dire accéder tout simplement à des dollars pour rembourser la dette en dollars. Donc sur ce graphique, en fait, les pays qui sont dans chaque petit point représente un pays. Ceux qui sont dans le cadran en bas à gauche sont ceux pour lesquels à la fois le déficit budgétaire et le déficit courant se sont creusés en 2020. L'autre point marquant de l'année 2020, c'est les tensions sur les marchés internationaux. Ces tensions, elles sont à la fois plus fortes et plus durables que lors de la crise financière de 2008. Donc c'est le graphique qu'on voit sur l'axe des abscisses. On a le nombre de jours depuis le début de la crise. Au changement du Covid, les primes de risque appliquées aux pays d'Afrique ont été sensiblement plus élevées que lors de la crise financière précédente, et qu'elles se sont maintenues à un niveau plus élevé sur une plus longue période. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un renchérissement des financements de marché ou une exclusion de facto de certains pays de ces marchés de capitaux internationaux. Et donc, in fine, on a des problèmes des difficultés en matière de refinancement, de liquidité et peut-être de solvabilité. Il faut quand même noter qu'on observe une accalmie à ce niveau-là. On a des pays qui sont retournés avec succès sur les marchés internationaux pour émettre des obligations en devises. On a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, par exemple, qui l'ont fait au cours des derniers mois.
Mais tous les pays ne sont pas en mesure de le faire. Et tous les pays ne sont pas en mesure de le faire non plus à un coût qui était celui d'avant la crise. On a quand même des spreads qui sont pour certains pays sensiblement plus élevés qu'avant le déclenchement de la crise. Et surtout, ce qui est important, c'est ce qui est en train de un petit peu, c'est avec beaucoup d'incertitude, mais ce qui se fait pressentir sur la situation financière mondiale et le risque d'une hausse des taux qui se ferait sentir sur le coût de financement des pays d'Afrique sur les marchés internationaux. Et enfin, cette dégradation des indicateurs de soutenabilité, il faut la mettre en regard des échéances auxquelles les pays d'Afrique vont devoir faire face dans les années à venir. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Là, on a le service de la dette publique extérieure, donc en devise, rapporté au PIB, en moyenne sur les 5 années à venir. Et le petit point pour chacun de ces pays représente ce que ça a été au cours de la décennie passée en moyenne. Donc, pour la plupart des pays, on a un service de la dette externe qui est bien plus élevé dans les 5 années à venir qu'au cours des années passées. En pourcentage du PIB, on a près de la moitié des pays pour lesquels il faudra rembourser 2 fois plus, pas en montant absolu, mais en pourcentage du PIB. Donc, on a des besoins de financement public externe qui sont sensiblement accrus, et ce qui va poser quand même un certain nombre de questions, à la fois en termes de liquidité pour certains à court terme et à brève échéance, et pour d'autres pays sur leur solvabilité et la soutenabilité de leur dette. Et ce qu'il faut souligner, Hélène le mentionnait également en introduction, c'est que le FMI estime que les pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne ont besoin de financements extérieurs supplémentaires, pas seulement ceux auxquels ils auraient dû avoir accès pour refinancer leur dette publique, pour financer leur déficit courant, de 250 milliards de dollars pour les pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne, et pour l'ensemble du continent, c'est à peu près 425 milliards de dollars, selon les estimations du FMI sur les 5 années à venir. Donc on a à la fois une dette qui est moins soutenable, des indicateurs ou les facteurs de soutenabilité en tout cas qui sont mis à mal, et des besoins aussi de financement supplémentaires pour simplement faire face à la crise, stabiliser les situations macroéconomiques, etc. Dans ce contexte, qu'a fait la communauté internationale, on s'y intéresse pas mal, je pense, dans le papier qu'on vient d'écrire. Le premier, c'est ce qu'ont fait le FMI et la Banque mondiale, qui ont été qui sont un peu le bras financier multilatéral de la communauté internationale, qui ont accru leur financement en Afrique en 2020 assez sensiblement, notamment le FMI avec des programmes d'urgence. La Banque mondiale, ça a été essentiellement pour financer des dépenses liées à la pandémie, et le FMI plus pour stabiliser la situation macroéconomique et corriger les déséquilibres budgétaires ou externes. Ce qu'il faut noter, c'est que ces institutions ont des ressources limitées, et le FMI donc devrait valider cet été, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, une allocation supplémentaire de droits de tirage spéciaux, de DTS, de l'ordre de 650 milliards donc pour l'ensemble du monde, mais si on applique la clé de répartition du FMI, c'est environ seulement 33 milliards pour l'Afrique et 24 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Et c'est la raison pour laquelle certains au sein de la communauté internationale plaident pour que les pays développés mobilisent ces ressources supplémentaires au profit du financement de l'Afrique. C'est ce qu'a fait le président Macron le 18 mai dernier en plaidant pour que 100 milliards de ces DTS supplémentaires soient alloués par différents mécanismes, directement, indirectement, par les institutions multilatérales, par les banques régionales de développement, au financement de l'Afrique, pour aller au-delà de ces 33 milliards qui tomberaient automatiquement vers l'Afrique. En parallèle de ces initiatives multilatérales, il y a eu un effort des créanciers bilatéraux du G20 qui ont mis en place donc l'ISSD, l'initiative de suspension du service de la dette, qui est effective depuis mai 2020 et qui couvrira pour les pays qui en font la demande jusqu'à la fin de l'année 2021, une deuxième phase et une troisième phase. C'est une initiative qui est nécessaire pour soulager la contrainte budgétaire des États dont on a parlé avec la crise. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est ce qu'on voit sur les deux graphiques, c'est que pour certains pays, le service de la dette due aux créanciers du G20 ne représente qu'une fraction du service de leur dette totale, donc ne répond pas à des problèmes de liquidité pour tous ces pays. Et en cumulé, c'est seulement entre 4 et 5 milliards au profit de l'Afrique, alors que le service de la dette publique externe cumulé pour l'ensemble du continent en 2020, c'était plus de 35 milliards. Donc forcément, ça aide, mais c'est pas une réponse on va dire, forte et suffisante pour alléger sensiblement les besoins de financement et les problèmes de liquidité et de solvabilité.
L'autre grande initiative qui a été mise en place à la suite de la crise, c'est la mise en place d'un cadre commun pour le traitement de la dette, ce qu'on appelle le cadre commun, si on abrège l'ensemble du nom du mécanisme, qui est un outil de la communauté internationale du G20, des créanciers du G20 initialement qui portent la mise en place de ce mécanisme, pour traiter, rééchelonner ou restructurer les dettes publiques des pays où elle est jugée insoutenable, et pour les pays évidemment qui font la demande d'un traitement dans le contexte du cadre commun. C'est une approche au cas par cas qui réunit les créanciers officiels des pays qui en font la demande dans des comités de créanciers qui sont mis sur pied de façon ad hoc pour rétablir la soutenabilité de la dette. Donc c'est assez similaire au Club de Paris. Il n'y a pas encore eu de cas définitif de traitement de la dette. Certains pays en ont fait la demande. C'est pas un secret, on le lit assez, c'est notamment le Tchad, l'Éthiopie et la Zambie. Et la grande différence, par contre, évidemment, par rapport au Club de Paris, c'est qu'ils participent aussi ces nouveaux créanciers émergents dont a parlé Marin, et au premier rang desquels la Chine, bien évidemment. Et l'autre principe assez important, c'est celui de la comparabilité de traitement, c'est-à-dire que le traitement proposé par les créanciers privés, par le secteur privé qui détient la dette publique des pays d'Afrique qui font une demande de traitement, ce traitement devrait être comparable à celui offert par les créanciers officiels pour éviter tout simplement que les créanciers officiels ne restructurent, n'annulent ou ne rééchelonnent qu'une partie de la dette, et que cet espace qui est libéré permette de rembourser à plein les créanciers privés. On veut éviter cet effet de passage clandestin des créanciers privés. C'est une question essentielle parce que dans le cas du Tchad, par exemple, qui est examiné en cadre commun, c'est un créancier privé qui détient la majorité de la dette publique externe du pays. Donc si nous, créanciers, si les membres du comité de créanciers, des créanciers officiels, fait un effort substantiel pour réduire la dette publique, mais que le créancier privé ne fait rien de son côté, évidemment, ça ne permettrait pas de rétablir la soutenabilité. Donc tout ça montre bien, et c'est ce qu'on explique un petit peu dans le papier, que la communauté internationale a bien intégré ce changement de paysage de la dette publique. On intègre les créanciers privés avec la comparabilité de traitement, en tout cas on demande à le faire, et on intègre aussi les créanciers hors Club de Paris, les créanciers émergents, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Inde, les autres pays du Golfe, etc. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il sera suffisamment efficace et suffisamment réactif, ce cadre commun, pour proposer des restructurations qui permettent de remettre sur une trajectoire soutenable les dettes publiques des pays d'Afrique. Parce que ce qu'on montre un petit peu dans notre étude, et ça vient de la littérature, c'est que souvent les restructurations de dette publique arrivent trop tard et en font trop peu pour permettre un vrai retour à la soutenabilité rapide. Et c'est pourquoi, c'est ce que dit l'acronyme MRDS là sur le slide, certains plaident pour un vrai mécanisme de restructuration des dettes souveraines qui soit un mécanisme transparent, standardisé et global qui évite les écueils de la négociation entre comités de créanciers, entre un État débiteur et ses créanciers avec une information suffisamment incomplète, et qu'au final, ça ne suffise pas. Donc vraiment, un mécanisme standardisé. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais c'est une piste, en tout cas, qui était proposée au début des années 2000 et qui l'est à nouveau dans ce contexte. Et pour finir mon intervention, j'ouvrirai sur une question plus générale, et j'ai pas la prétention d'avoir la réponse évidemment, c'est comment concilier l'impératif de financement du développement, il est urgent, il est légitime ce besoin de financement du développement, et celui de soutenabilité de la dette publique, sans qu'on recourt pour autant à des cycles, comme ce que Marin suggérait, des cycles d'endettement qui se concluraient par des initiatives de restructuration, puis de réendettement, etc., etc. Plein de pistes existent. Je pense que Enver Kishal pourra nous apporter un petit peu des éléments de réflexion sur ce sujet. Du côté de l'offre de financement, il y a la question de la coordination des créanciers étrangers. C'est ce qu'encourage le FMI et la Banque mondiale, notamment avec des réformes de leur politique d'endettement. Un développement des ressources intérieures, des ressources domestiques, qu'elles soient fiscales ou alors pour aller chercher l'épargne domestique là où elle est quand il y en a, avec un approfondissement des marchés locaux, ou le développement peut-être d'instruments de financement innovants qui réduiraient l'exposition au risque de volatilité, parce que ce dont on s'aperçoit, et la crise de 2020 montre bien, c'est un choc exogène mondial arrive et place en difficulté certains pays d'Afrique de façon sensiblement plus forte que d'autres pays dans le monde.
Et du côté de la demande de financement sur ces questions de soutenabilité, on a évidemment celle qui n'est pas nouvelle, qui est celle d'une meilleure gestion de la dette et aider ces pays par de l'assistance technique ou autre, à vraiment mieux gérer cette dette, non pas, c'est-à-dire pas forcément la sélectivité des projets ou les raisons d'endettement, mais vraiment une gestion active de ce que c'est se refinancer, diversifier les sources de financement, etc. Et puis une meilleure gestion des finances publiques dans l'ensemble avec des questions de gouvernance qui sont là derrière. Mais la difficulté est un petit peu un paradoxe, c'est que toutes ces pistes, ça met du temps à se mettre en place et que chaque année, les pays, en attendant, vont devoir continuer à s'endetter parce que justement, leurs ressources domestiques ne permettent pas de le financer en local et donc, ce qui est légitime. Mais donc, les tensions s'accumulent à nouveau en termes de liquidité et de soutenabilité. Donc la question, c'est comment faire pour agir rapidement et à la fois à court terme, en attendant que les réformes que la communauté internationale, les créanciers et les pays bénéficiaires produisent leurs effets, comment faire en attendant que tout ça produise ses effets pour éviter des tensions trop fortes et de devoir restructurer peut-être trop rapidement ou pas dans les meilleures conditions possibles les dettes. Donc voilà, je termine là. J'ai un peu dépassé sur l'horaire, mais évidemment disponible pour discuter de tout ça à l'issue au moment des questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup Marin et Benoît pour ce panorama de l'évolution des dettes souveraines. Marin plutôt avant la crise, entre 2012 et 2019, et Benoît en cette année 2020, qui montre finalement que cet endettement est cyclique, il revient régulièrement, que malgré l'existence de certains cadres de gestion de la dette développée au niveau international, eh bien, ces crises se répètent. Vous montrez aussi l'évolution de la nature de l'endettement, beaucoup plus tournée vers le secteur privé, vers la Chine, même si le facteur Chine n'est probablement pas significatif, et le facteur croissance non plus, comme le montre Marin. Ce qu'on peut noter, c'est que malgré tout, la vulnérabilité des pays au choc externe demeure, malgré tout. Et donc, vous montrez aussi comment la communauté internationale a apporté certaines solutions récemment, en montrant peut-être certaines de leurs limites. Et maintenant, donc sur cette base, vous ouvrez certaines pistes sur lesquelles Madame Anne-Laure Kichel, qui vient de nous rejoindre, pourra sans doute rebondir. Donc, merci Madame Kichel de nous rejoindre et de participer à cette réflexion autour des dettes souveraines, qui est de toutes les manières votre domaine de spécialité. Vous êtes conseillère économique aux États, vous avez fait toute votre carrière sur les questions de dette souveraine. Vous avez commencé chez Lehman Brothers, puis vous avez créé le département de conseil aux États chez Rothschild avant de créer votre propre structure, le Global Sovereign Advisory, en 2019, qui conseille plusieurs dizaines d'États, dont la Grèce, mais aussi plusieurs pays d'Afrique. Vous êtes par ailleurs une mécène, la marraine de la première chaire en Europe consacrée aux dettes souveraines à Sciences Po. Et puis, on peut noter que la création récente d'un new think tank développé aux dettes souveraines, qui s'appelle New Road, et vous en êtes une des membres fondatrices, parmi 24 autres membres prestigieux sur ces sujets. On vous laisse la parole pour développer les pistes de solutions alternatives pour répondre à ces sujets d'endettement, peut-être aussi vu de votre large expérience de conseil au gouvernement, avec un regard qui n'est pas celui d'un bailleur de fonds. Écoutez, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir partager en effet quelques expériences avec vous. Moi, ce qui me frappe le plus sur ces questions de dette actuellement, vous avez rappelé vraiment tous les fondamentaux, tous les changements, l'évolution de la dette, et on ne peut en effet pas commencer à étudier cette question sans se rendre compte qu'on est dans ce paradigme-là. Mais ce qui me frappe également aussi beaucoup, c'est la montée en sophistication extrêmement forte des pays, même si on peut encore évidemment faire beaucoup mieux, mais l'existence déjà d'office de la dette où il y a de la technicité qui avance de manière forte, et donc un regard autour de la gestion de la dette qui est un regard très à la fois technique
et à la fois, entre guillemets, politique. Pourquoi technique? Parce que, comme dit, il y a beaucoup de pays maintenant ont fait appel au marché obligataire d'une manière ou d'une autre, ou ont des financements qui sont beaucoup plus structurés qu'auparavant, ce qui représente une opportunité, de temps en temps aussi des risques, parce qu'il y a certaines structures qui peuvent être mal maîtrisées, en particulier sur des termes juridiques, et en particulier dans certains cas où vous avez de la dette qui est sécurisée et où les engagements ont pu être pris. Je pense particulièrement à des dettes qui sont liées à du pétrole d'une manière ou d'une autre, et des engagements qui ont pu être pris à des moments où le prix du pétrole était, on va dire, au-dessus de $100, et donc était à des moments où ces prix-là n'ont pas après été pérennes et qui ont amené certaines des restructurations. Donc ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire est évidemment que les pays africains maintenant sont dans une situation, et c'est la plupart des choses qu'ils nous disent, c'est on est dans une situation compliquée parce que vous, qui parle de l'Europe en disant ça, mais en fait les États-Unis c'est la même chose aussi, vous avez la possibilité de vous endetter à des taux qui sont extrêmement bas, et donc ça vous permet quelque part de ne pas vous poser la question de l'espace fiscal. Nous, on a finalement très peu d'espace fiscal. Pourquoi? Déjà, parce que on a une chute des revenus, et ça c'est tout à fait clair, et c'est d'autant plus une chute de revenus que on parle de revenus individuels dont on sait qu'ils ne représentent qu'une petite partie, puisqu'on ne parle que là d'économie formelle, et on sait que l'économie informelle représente, certains disent 80, d'autres disent 90, on peut argumenter autour de ça, par définition on ne le sait pas, de l'économie, et donc il y a cette chute de revenus-là. Et puis, il y a après eu une accumulation en termes de revenus fiscaux, une accumulation d'exonérations potentiellement fiscales qui ont pu être données à des compagnies pour qu'elles viennent investir. Et donc, on se retrouve avec des taux d'imposition qui peuvent être un peu particuliers ou pas forcément en ligne avec ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas été dans cette situation d'attraction. Bon. Alors après, le dilemme est de se dire, est-ce qu'on va leur demander une plus grande contribution? Mais si on leur demande une plus grande contribution, ils ne vont pas considérer qu'on est un environnement des affaires stable, et donc ils vont vouloir partir, etc. Donc, ce dilemme d'espace fiscal, qui évidemment ne trouvera sa résolution que dans le fait de résoudre les sujets d'informalité, et qui ne sont pas quelque chose qui se résout en un jour, sont la préoccupation principale des États. Et face à ça, justement, il y a on sait qu'on peut faire appel à de la dette, parce que finalement, il y a les dettes, bien sûr, concessionnelles, mais il y a aussi, pour la plupart, quand même, l'accès au marché, on l'a vu, mais les taux peuvent être des taux qui certes sont historiquement bas, mais qui sont quand même des taux importants et donc qui représentent une charge d'intérêt forte, et donc qui font que on se préoccupe plus de ce que l'on fait à ce niveau-là, puisque tout le monde regardait ce fameux ratio de dette sur PIB, alors que là maintenant la plupart des pays regardent vraiment quels sont nos revenus par rapport à notre charge d'intérêt. Et quand on regarde ça, et quand aussi on regarde certains des financements de projets que certains États ont pu contracter, de temps en temps la somme des deux, si elle est vraiment additionnée à un moment, peut sembler vertigineuse. Donc il y a la volonté de se dire, dès que je peux faire quelque chose, je dois faire quelque chose, je vais essayer le moins possible de faire appel à de la dette, parce que je n'ai sinon pas vraiment la capacité de gérer ça en termes de recettes fiscales et de pouvoir payer mon service de la dette. Donc, tout ça fait en fait que les gens se disent il faut être particulièrement innovant sur nos solutions de financement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on relance les sujets de garantie partielle. Quand je dis on relance, on connaît tous le point de vue de certains sur ces sujets-là, et donc les volumes de garantie ont été moins importants qu'à une certaine période, et en tous les cas, la tendance était plutôt baissière. Donc, j'en dis, on a besoin de taux qui peuvent être bonifiés. La deuxième des choses qui est dit, c'est qu'on a besoin de cofinancement entre du public et du privé, et donc en essayant vraiment de travailler à ça. Il y en a qui disent aussi, essayons de faire le plus possible des swaps de dette, ou essayons d'être imaginatifs autour de ces sujets-là.
et d'autres enfin qui disent essayons de regarder ce que l'on peut faire sur les sujets de fiscalité pour augmenter les revenus, et finalement c'est plutôt ça nos ressources qu'autre chose. Et donc tout ça dans un contexte où il y a des plans extrêmement ambitieux à financer, et quand on regarde ces plans extrêmement ambitieux, il y a toujours le sujet de mettre des priorités aux projets qu'on a, mais quand on doit choisir entre éducation et santé, tout est quand même un peu prioritaire. Donc ça rend les choses particulièrement difficiles en termes de choix, et les montants à financer particulièrement importants. Tout ça dans un contexte où, quand il y a des ressources, elles ont de temps en temps, d'ailleurs, plus que de temps en temps, la plupart du temps, du mal à être absorbées, ce qui crée aussi une inefficacité dans la chaîne. Donc, quelque part, dans les pistes et dans les idées qu'on peut avoir sur ce sujet de dette, il semble assez important de pouvoir essayer de donner au pays le plus de marge de manœuvre fiscale, d'espace fiscal, pour ne pas dédier les ressources au remboursement, la dette. Je m'explique en disant ça. Le plus possible, on peut essayer de minimiser soit les intérêts, le plus possible, on peut essayer de pousser la dette, c'est-à-dire de faire des opérations de liability management pour la rendre plus longue, pour potentiellement ne pas avoir ces maturités à devoir rembourser, le mieux c'est. Et c'est quelque chose que d'autres pays peuvent faire, que certains pays peuvent faire de manière assez régulière, récurrente, finalement assez anecdotique, parce que c'est devenu une habitude. Dans certains pays, c'est quelque chose de moins maîtrisé et qui est quelque chose qui devrait être une des priorités pour ne pas se retrouver dans des murs de dette ou face à des murs de dette dans quelques mois qui seraient beaucoup plus difficiles à gérer. Et pour faire ça, évidemment, il faut évidemment que techniquement ce soit possible, mais faisons l'hypothèse que c'est techniquement possible. Il faut avoir un plan extrêmement clair sur économique et fiscale pour qu'un pays soit capable de pouvoir vendre son projet et faire que l'investisseur se sente confortable pour pouvoir rallonger de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans les maturités. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est évidemment d'essayer d'optimiser ces financements. Pour moi, optimiser les financements veut dire tant optimiser le coût qu'optimiser la durée, qu'optimiser certains termes juridiques. Sur les thèmes juridiques, il y a quand même souvent beaucoup de contrats qui ont été signés avec des sujets problématiques. Alors, les sujets les plus problématiques sont quand il y a des sécurités qui posent problème, ou quand on vous a demandé de faire un dépôt dans une banque centrale et qui n'était pas quelque chose qui était dans le contrat initial. Il y a les clauses qu'on peut connaître sur certaines dettes chinoises qui sont problématiques. Donc, ce point-là n'est pas à négliger. Il a été de temps en temps considéré comme un point peut-être moins important qu'il ne l'est en réalité. Et ça, le retoilettage de sa dette, enfin en tout cas la révision juridique de sa dette, est quelque chose qui me semble absolument indispensable pour tous les pays et qui n'est pas encore fait de manière aussi systématique que ça devrait, avec un œil nouveau. Évidemment, à chaque fois, on travaille avec les pays travaillent avec des avocats, mais avec l'œil nouveau des circonstances dans lesquelles on est, pour regarder s'il n'y a pas des choses à améliorer pour se donner plus de flexibilité. La deuxième des choses, c'est évidemment les conditions. Et donc là, sur les conditions, c'est ce que l'on disait sur le fait de bonifier après les taux d'intérêt, qui est quelque chose qui produit un effet fort. Mais on sait aussi, et les études le montrent, que quand il y a un travail extrêmement fin qui est fait avec les investisseurs, on arrive finalement à réduire son taux de financement. Donc c'est une multitude après d'actions qui permettent d'arriver à un coût plus bas, que ce soit en mélangeant et en rehaussant du crédit, que ce soit, comme dit, un travail de long terme qui peut vous permettre de gagner 50 points de base, 75 points de base, parce que vous avez fait une communication étant pas forcément le bon mot, un travail de fond avec les investisseurs pour les familiariser plus avec le crédit et familiariser plus avec le pays et ce que vous êtes en train de faire. Et puis après, il y a le sujet très important des maturités, puisque la plupart du temps, trop souvent, vous avez certains projets au long cours qui sont financés avec des dettes qui sont trop courtes. Alors, quand on a la possibilité de renouveler cette dette après derrière, c'est quelque chose qui se fait. Mais il faudrait travailler une adéquation plus forte entre les deux. C'est ce que certains pays essayent de faire. Le tout, évidemment, en arrivant ou en essayant d'avoir cette première condition autour de taux qui ne sont pas évidemment trop élevés. Parce que si c'est pour faire ça avec des taux de
10%, c'est évidemment pas la bonne méthode. Donc, voilà quelques sujets, quelques pistes, quelques points qui me semblent importants et qui lient aussi après et qui se lient après avec les sujets autour du DSA. Donc, sans parler de cas concrets, parce que je ne peux pas le faire pour des raisons de confidentialité, mais on voit souvent dans les discussions avec le fonds la nécessité de travailler de manière extrêmement fine sur les plafonds en dehors des emprunts concessionnels. Parce qu'il faut arriver à une adéquation entre les recettes fiscales, entre la croissance, entre les projets qu'on met et qu'on a dans le plan, et après le fait de pouvoir faire appel à des financements non concessionnels, le cas échéant, pour financer tout ça. Et là-dessus, il y a une montée en puissance du Fonds monétaire sur ces sujets, tout comme maintenant, il y a une montée en puissance des pays sur ces sujets qui se battent beaucoup plus sur ces critères pour obtenir ces marges de manœuvre et qui peuvent avoir des doubles plafonds ou des triples plafonds. Ce que je veux dire par là, c'est des plafonds, par exemple, sur du reprofilage, donc du plafond de dette non concessionnelle sur du reprofilage ou des plafonds de dette non concessionnelle sur des projets. Et donc quelque part, la sophistication de tout ça permettant d'avoir finalement un plafond global plus important. Et l'exercice de DSA est évidemment un exercice éminemment compliqué à partir du moment où aller déterminer une croissance à la sortie d'une pandémie comme on le vit là, et avec bien sûr, on voit de la reprise, mais c'est aussi très difficile d'avoir des prédictions intelligentes sur les sujets d'inflation, en particulier d'inflation importée, qui sont souvent des sujets forts en Afrique. Ça peut vous faire rapidement faire quelques erreurs sur le cadre macro-fiscal qui peuvent après être difficiles à compenser. Donc là-dessus, ces travaux-là sont éminemment importants. Je vois aussi les pays beaucoup plus aguerris à ce genre de discussion, à ce genre de débat, mais ça pose derrière une multitude de questions sous-jacentes sur la qualité des statistiques, et la qualité après de l'information qui sert de base à toutes ces discussions. Puisque statistiques, c'est simple à comprendre, bien sûr, mais il y a aussi des vraies qualités ou défauts de qualité pour certaines entreprises publiques qui peuvent finalement représenter beaucoup plus d'exposition de l'État que ce qu'on peut imaginer, et où de temps en temps, tout n'est pas pris en compte, que ce soit de la dette directe ou que ce soit de la dette avec garantie. Donc ça, c'est un point central, le DSA faisant référence dans beaucoup de cas, qui nécessite encore certainement plus d'affinement, de raffinement que ce qui est fait, avec les pays prenant une part encore plus active dans l'élaboration de cette DSA. Et donc ça, moi j'ai vu ça monter en compétences de manière forte au cours des dernières années, mais je vois encore des inégalités entre les pays, et évidemment ceux qui sont le plus, quand je dis sophistiqués, je veux dire aguerris à ce genre de tactiques, qui ont les statistiques aussi qui vont bien, peuvent aller chercher. Et c'est pas marginal, on parle pas de différence de 10 millions d'euros, de dollars de différence, mais peuvent aller chercher ce type de marge de manœuvre par rapport au fonds. Ensuite, évidemment, puisqu'on parle du fonds, se pose bien sûr la question des DTS et de l'usage des DTS, qui est évidemment un des sujets très importants pour les pays africains. Donc on sait ce que la France a poussé. On sait aussi qu'il y a actuellement tout un débat sur est-ce que les DTS ou certains DTS ne devraient pas aller aux banques de développement, évidemment mettant en avant le rôle majeur des banques de développement. Donc là-dessus, là où le débat nous mènera ou terminera sera particulièrement important. Il est évidemment clair pour les pays que voit bien l'intérêt d'avoir des ressources pour financer les différents projets, et sont très actifs sur ces sujets-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez évidemment les DTS qui sont vus comme quand je dis un bonus, je me comprends en disant ça, c'est-à-dire les budgets sont faits sans les DTS, bien sûr, par tout le monde, et c'est heureux. Et ensuite, les DTS sont après regardés en fonction des priorités des pays. Et on est en train, avec la RDC qui a la part qu'on connaît dans l'Union africaine, de regarder avec les autres pays africains, par le biais d'un petit sondage, quels sont les usages les plus
qui sont faits, donc pays par pays, juste pour avoir un peu de statistiques. Évidemment, si vous êtes dans une zone monétaire, ça vous intéresse un peu moins d'avoir des réserves, mais si j'essaye de schématiser un peu le résultat du sondage, pour beaucoup, un tiers sera à peu près sur de l'économie et sur la relance, un tiers peut être du coussin. Là aussi, pareil, je schématise, tout le monde ne dit pas ça, mais c'est pour un peu mettre la moyenne de ce que le petit sondage a donné. Et puis après, un tiers et plus sur des problématiques spécifiques, typiquement des pays qui auraient des sujets de défense ou de sécurité, mettraient ces choses-là et cet argent-là sur des sujets de sécurité. Mais cette manne sera évidemment une manne intéressante et qui pourra être exploitée par la suite. Donc, je dis ça aussi pour parler des limites et pour parler de l'élément don et pour parler des financements que les pays peuvent obtenir, parce que il y a ce besoin absolument important d'avoir des ressources à bas coût pour financer que ce soit les dépenses sociales, mais pour aussi financer des projets à plus long terme, et où certaines contraintes qui peuvent être imposées sur des ratios, sur des quotas, peuvent faire que de temps en temps certains financements échappent au pays, font qu'après, financement bonifié échappe au pays, et font qu'après, ils se retrouvent à devoir lever sur les marchés des capitaux qui coûtent plus cher, ou de faire appel au marché domestique, parce que ça, c'est de temps en temps un biais qui est créé, et on est dans l'absurdité dans lequel vous avez après la Banque mondiale qui vous demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris ce qu'on vous offrait, et vous dites, non, mais simplement, ça passait pas dans les critères de pourcentage de dons, donc en fait, je pouvais pas prendre ce financement, et vous terminez par vous financer à 7%, parce que le projet était prioritaire, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Donc, ça ramène aussi vers des vrais enjeux autour des marchés domestiques qui, je prends la zone UMOA, mais on pourrait prendre d'autres exemples, sont à ce stade tout à fait insatisfaisants. Quand on parle d'obligation de relance à 6%, je veux dire, on a déjà tout dit sur le fait et sur la complexité d'avoir une économie efficiente et de la financer à des taux bas. Les pays en sont tout à fait conscients, et il y a évidemment des initiatives qui sont prises pour essayer de remédier à ça. Et pour ceux qui font trop appel au marché domestique, d'essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent se sortir de ça, où les réponses peuvent être multiples, et pour ceux et pour tout simplement tous ceux qui utilisent, et c'est logique, leur marché domestique, le fait d'essayer de trouver des solutions pour que les coûts de financement soient plus bas. Donc voilà un peu j'ai peut-être été un peu long, mais voilà un peu les préoccupations des pays qui sont vraiment dans j'ai peu de marge de manœuvre, mais je dois faire attention à mon endettement, moins dans les réflexes je vérifie tout de suite si ça passe dans la DSA, mais plus, comme je le disais, dans une approche fiscale et est-ce que j'ai assez de revenus pour couvrir mes échéances, et qui sont aussi dans le lissage de la dette, la plupart du temps en essayant d'être le plus proactif possible, permettant d'avoir de l'espace fiscal dans des années où ils vont être obligés de faire des investissements. Et après, chacun, en fonction de sa composition de sa dette, a ses propres problématiques et ses propres sujets. Évidemment, vous avez la Chine, vous avez quelque chose à renégocier, vous êtes particulièrement sur ces sujets-là et vous essayez de mêler le juridique et le financier pour en particulier pas devoir être contraint à céder ou à donner le contrôle sur certains actifs. Donc, après, il y a des cas particuliers qui sont développés, mais sinon, si on essaye de rester général dans la problématique des pays, c'est vraiment celle que je vous décris là. Merci infiniment pour ces pistes et ce témoignage que vous nous apportez avec une vue beaucoup plus locale. Vous notez et on voit à quel point est important la capacité des pays eux-mêmes à gérer leurs plans économiques et fiscaux. C'est au cœur de votre propos, sans trahir de secret, puisque vous ne pouvez pas citer les pays. Et je laisserai Benoît et Marin ensuite vous répondre, mais j'aurais une question supplémentaire si vous me permettez. C'est peut-être que vous nous décriviez, si vous pouvez, quels sont finalement les déterminants, parce que la question de la gestion de la dette, elle est, bon voilà, on parlait de ces effets cycliques, de la vulnérabilité face au choc. On les connaît, les déterminants finalement du surendettement. C'est quelque chose qui est connu à la fois dans la littérature, c'est connu à la fois dans la pratique, et effectivement la prévisibilité
la croissance économique d'un côté, de la dette de l'autre, la manière de l'usage de la dette. Vous faites souvent la distinction entre la bonne et la mauvaise dette. Enfin, voilà. Est-ce que les pays, est-ce que vous voyez des progrès sur ce plan-là et quels sont leurs déterminants et dans quelle mesure on peut appuyer ces progrès, puisque finalement les bailleurs de fonds apportent du financement, apportent beaucoup d'assistance technique et on peut se demander si on a raté quelque chose puisqu'on n'arrive pas collectivement pour l'instant à prévenir les questions de surendettement. Donc au niveau des pays eux-mêmes, comment peut-on faire pour renforcer ces capacités-là? Alors, il y a une grande tendance qui est particulièrement intéressante autour de ce qu'on appelle ça des green bonds, des social bonds, des ce que vous voulez. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'on essaye de plus flécher les ressources et donc en effet que la question de l'usage se pose de plus en plus. Alors après, donc ça c'est la théorie, puis après il y a la vraie vie quand on veut faire les choses proprement, parce que faire un joli package avec un nœud vert, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Le sujet c'est de suivre ça dans la durée. Donc, c'est aussi pour ça que, quelque part, notre approche, ou en tous les cas, ma vision, et quand je dis holistique, je veux dire, on ne peut pas parler de dette si on ne parle pas de fiscalité, si on ne parle pas justement, en effet, d'usage de la dette et donc des sujets d'allocation des ressources. Ce que ça force certains des pays à faire, le fait de réfléchir à ce fléchage, c'est de se dire, tiens, finalement, est-ce que je fais assez en dépenses de santé? Je dis des choses qui semblent vraiment peut-être stupides, mais bien sûr et je ne veux pas dire que les pays ne se préoccupaient pas des budgets de la santé avant, mais le fait de dire, voilà, vous avez cet argent pour le budget de santé, par exemple, si c'était dans le cadre d'une réponse Covid, fait qu'on s'intéresse beaucoup plus au poids de l'allocation des ressources à la santé qu'avant. Évidemment, tout le monde était il considérait que c'était une priorité, mais pas au point de forcément mettre, quand je dis des chiffres, mais de regarder le poids dans l'ensemble des dépenses qui étaient faites. Même chose d'ailleurs aussi sur les sujets d'éducation. Donc, il y a une pédagogie où il y a quelque chose qui s'est créé avec cette crise qui consiste à peut-être plus regarder le poids des différentes allocations. Et ça, c'est évidemment quelque chose de vertueux. Après, et beaucoup de pays ont fait de très grands progrès dans la gestion de leur budget et sont capables de vous sortir des choses très, très précises. D'autres, c'est moins précis. Et donc, c'est moins précis dans la manière dont c'est présenté. Il faudrait reprendre les lignes, il faudrait réorganiser. Ça peut être moins précis aussi dans le suivi des dépenses, par exemple. Et donc, certains ont pensé de temps en temps, il y a ce grand débat où quand vous aviez reçu une aide d'urgence du FMI, si là vous étiez dans une discussion d'un programme, la première des questions était qu'est-ce que vous avez fait de l'argent, ce qui est très normal, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent et montrez-nous les traces de tout ça, publiez-moi les contrats, enfin bon. Mais de temps en temps, et je comprends évidemment la raison, mais c'est même certainement moralement juste. Bon. Mais après, dans la réelle exécution des choses, de temps en temps, c'était très compliqué de tracer ces choses-là. C'était pas de la mauvaise volonté des pays, sans naïveté aucune de ma part, parce qu'évidemment, il y a des sujets de corruption. La question n'est pas là. On le sait tous. Mais le sujet était vraiment plus que de temps en temps, ces traçages ne sont pas faits. Donc, de temps en temps, il y a des choses comme ça qui sont mises en lumière, qui font qu'en fait, on se rend compte qu'on devrait beaucoup plus agréger certaines choses ou mettre des tuyaux dans les états financiers là où il n'y en a pas. Bon, ça, c'est aussi des choses, on le fait quand on s'en rend compte, on le fait quand on se pose la question d'une certaine manière, et on le fait aussi pas en un jour. Enfin, ça demande, pour après être correct et ajusté de manière définitive, ça demande un peu de temps, puis ça demande aussi surtout pas juste la volonté d'un ministre, qui souvent sont très volontaires, mais aussi le fait que derrière, l'administration ait les moyens de suivre ce qu'on demande. Quand je dis les moyens, même les moyens logistiques, avec, encore une fois, les données telles qu'il les faut. Et ça semble trivial, mais c'est beaucoup plus compliqué dans la vraie vie que ça. Donc, la prévention des crises de dette, elle est éminemment compliquée parce que si on avait eu cette conversation il y a 5 ans, les conceptions des ratios n'étaient pas les mêmes. On aurait crié que c'était déjà beaucoup trop compliqué à des niveaux de dette moins importants. Là, les gens sont plutôt sur le fait d'essayer, et pas dans tous les pays, mais quand même une tendance à laisser filer un peu plus de dettes parce que justement, il y a cette nécessité de développement.
parce que selon moi, on fait une erreur de raisonnement avec ce ratio que j'ai jamais considéré comme pertinent de dette sur PIB, où on mélange flux de stock, enfin bon, bref, et où en fait la chose qui compte sont les revenus que l'on génère pour rembourser cette dette. Et là aussi, il y a eu des choses qui ont été faites où certains ont levé des eurobonds à des taux qui étaient importants, mais au moment où ils l'ont fait, c'était potentiellement parce que c'était très important pour eux de démontrer qu'ils avaient cette capacité-là pour plein d'autres raisons. Certains, ça leur a permis d'attirer les investisseurs. Donc en fait, à chaque fois, la situation est assez complexe et on ne peut pas dire a posteriori, non, ils n'auraient pas dû faire ça. Enfin, il y a toujours plusieurs ramifications, enfin, où c'est simple de dire ça et c'est malhonnête intellectuellement, c'est plutôt ça la bonne phrase. Mais il y a plusieurs ramifications qui font que certaines choses ont pu être faites à un certain moment. Le vrai danger, et ça c'est vrai qu'on le voyait quand même sur plusieurs années, c'est dans ces plans qui sont faits, parce que la plupart des pays ont des plans, et c'est certainement comme ça qu'il faut fonctionner, il y a beaucoup de projets. Et une des choses quand même qu'on sait dans la vraie vie, c'est plus il y a de projets et potentiellement moins il y en a qui sont faits, effectivement faits. J'ai pas dit commencer, parce que ça c'est finalement simple de commencer un projet, mais effectuer. Et après, enfin, ça a été fait peut-être avec certainement beaucoup d'enthousiasme, mais avec une capacité à finalement pas vraiment absorber les fonds que, par exemple, vous mettez à disposition. Et donc, il n'y a rien de plus paradoxal que d'avoir une augmentation de sa dette, mais que quelque part les projets ne voient pas le jour. Et donc, évidemment, on se met encore plus en risque parce que si on a mis de la dette ou si on a commencé un projet qui va demander encore plus de dette, mais qui ne sort pas, donc on a tous les inconvénients sans les avantages. Enfin, et donc là-dessus, il y a aussi eu dans l'accélération des économies africaines vers l'émergence, qui sont dans cette course-là. Et encore une fois, tout ça est extrêmement légitime, mais il y a aussi eu dans cette accélération extrêmement rapide, voilà, des choses où on va trop vite sur certaines manières de faire, ou on ouvre trop de projets, où on termine pas certains, qui font que après on peut se mettre dans la difficulté. Mais il y a pas un critère, il n'y a pas une raison, il n'y a pas. Bon, après, évidemment, si vous commencez à contracter une dette avec la Chine en lui donnant une partie de vos actifs, là, vous pouvez aussi vous dire que peut-être un jour, vous allez avoir un problème. Bon, mais ça a été, je prends la Chine, mais c'est le cas de Glencore, c'est le cas d'autres gens. Donc, il y avait aussi certaines prudences de temps en temps qui faisaient que il y a certains qui ont contracté des obligations qui étaient peu prudentes. Bon, mais ça, c'est peut-être le côté, entre guillemets, caricatural, parce que ça, on peut tous être d'accord là-dessus. La plupart du temps, et si jamais il y a un peu de tension dans le système, elle est plutôt parce qu'il y a eu cette accélération du développement qui devait se faire, mais qui après, il n'y avait pas les outils, ou il n'y avait pas outils, c'est pas le bon mot, il n'y avait pas les structures derrière forcément pour absorber aussi fortement que ça devrait. Vous avez mentionné que j'avais travaillé pour la Grèce. Moi, c'était une des choses qui me frappait le plus, parce que bien sûr qu'à un moment, il aurait fallu, de mon point de vue, annuler une partie de la dette grecque. Mais au-delà de ça, le sujet qui était fou, c'est qu'on refusait d'annuler ou de baisser la dette grecque, mais en même temps, on donnait des fonds pour la Grèce sur certains projets, mais sauf que c'était comme jeter de l'argent à des gens qui n'étaient pas capables de l'absorber. Enfin, la différence entre les aides de l'Union européenne qui étaient faites et en fait le fait que ça n'était pas absorbé était particulièrement frappant. Et ce qui était vrai et ce qui malheureusement reste vrai encore en Grèce d'une certaine manière, est très très vrai dans certains des pays aussi africains. Donc après, je n'ai pas la solution miracle, mais une des choses qui fonctionne, c'est quand les projets sont, quand je dis petits, c'est peut-être pas le bon terme, mais sont tellement ciblés, correspondent vraiment à un besoin, que l'équipe qui gère le projet a le sponsoring, qui soit local, qui soit présidentiel, qui soit, parce que vous voulez, dépend de la structure du pays, avec des obligations de résultats et avec un suivi autour de ça, c'est la seule manière finalement de faire, mais d'aller vers des projets qui ont déjà cette infrastructure ou cette structure qui fait qu'elles peuvent avancer, ou qui sont tellement nécessaires que même si on sait qu'on n'a pas l'infrastructure, on sait qu'on a 2 ans pour construire l'infrastructure pour pouvoir faire avancer. Enfin, chaque projet est particulier, mais ça, c'est quelque chose qui n'est, selon moi, mais c'est peut-être un regard trop pessimiste, mais qui est, t'entends, pas assez regardé
dans la réalité de l'exécution de ce qui se passe sur le terrain et où les projets sont contractés au début avec la meilleure des intentions de toutes les parties. Et donc, ce suivi-là, cet accompagnement, le changement de braquet de temps en temps qu'il faut opérer sur certains des projets, parce qu'on peut, quand je dis se tromper, c'est pas se tromper, mais on peut ne pas avoir tout appréhendé au début d'un projet, sont des choses qui sont pour moi particulièrement importantes. Très bien, merci beaucoup. Je propose maintenant qu'on passe aux discussions, parce qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Il y a une question, et alors je pense que Luc, nous l'avons un peu traité dans la présentation, mais une question très importante, effectivement, sur les taux, sur l'appréciation du risque. Ça, c'est évidemment un point important. Et donc, le surendettement peut également provenir des taux servis autant que des flux pour des pays censés privilégier des prêts concessionnels publics. Avez-vous pu étudier les profils de taux et collatéraux demandés, notamment ceux de la Chine? Est-ce qu'on a des précisions sur les conditions d'endettement chinois? Il y a une étude récente qui vient de sortir, peut-être. Il y a des... Anne-Laure, allez-y. Il y a beaucoup d'études récentes qui ont été sorties, qui sont d'ailleurs particulièrement intéressantes. Certains travaillent aussi de doctorat qui sont très, très intéressants. Bien sûr, la dernière étude de Trebesch est aussi intéressante sur les différentes clauses et c'est le grand spécialiste de ça. En fait, sur la Chine, le sujet est moins le taux, honnêtement, parce que généralement, la plupart du temps, quand on regarde en détail, ils ont déjà, s'ils avaient commencé avec un taux à 1%, à 2%, ils ont déjà quasiment réduit à 0,5, 0,7. Enfin, donc, le taux, c'est moins le sujet. Le sujet, c'est plutôt ce qu'ils demandent en contrepartie. Alors évidemment, ça peut être grossier comme tel ou tel actif, bon, ça c'est très clair, mais il y a aussi toutes les clauses cachées autour de tu me mets X en dépôt à la Banque centrale de Chine. Évidemment en disant qu'il y a la mobilité totale, enfin, c'est la fluidité totale, c'est-à-dire si évidemment tu as besoin de ton cash, tu le récupères quand tu veux, en 48 heures, la réalité est évidemment bien différente. Bon, donc c'est plutôt sur ce type de clause-là que l'appréciation des sujets chinois doit se faire, parce que finalement en termes de maturité, s'ils avaient des maturités à 10 ans par exemple pour commencer, ils n'ont qu'un problème à les pousser à 20 ans. Enfin, quand je dis aucun problème, il faut négocier, mais c'est pas, on y arrive. Il y a une sensibilité extraordinaire au mot haircut et à la réalité d'une diminution d'une dette, mais qui après peut s'obtenir le cas échéant contre un actif. Et donc, mais là, c'est plutôt dans des logiques de sécurité le danger plutôt qu'un danger de taux et de coût de la dette. En tout cas, dans toutes les expériences que j'ai pu voir côté chinois. Très bien. Alors, j'invite les participants, peut-être, nos intervenants, à répondre par écrit, s'ils le souhaitent, à certaines questions, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne suis pas sûre il nous reste un quart d'heure qu'on puisse toutes les prendre. Petite question technique de Saint-Jérôme Coffy sur le rebasage des comptes nationaux. Donc, ça fait référence à la donnée statistique. C'est un petit point technique. Marin, peut-être. Oui, sur le rebasage très rapidement. Écoutez, nous avons pris pour effectivement effectuer ces statistiques descriptives et cette analyse économétrique les dernières estimations de la Banque mondiale dans la base internationale debt statistique. Donc généralement, effectivement, quand il y a des opérations de rebasage, elles sont modifiées, enfin les chiffres sont modifiés dans cette base internationale qui justement essaye d'avoir les derniers chiffres en date publiés par les autorités locales. Donc normalement, on devrait être relativement prémunis de ces opérations de rebasage qui étaient quand même beaucoup plus fréquente, je crois, avant 2012. Donc, effectivement, de plus, je pense que la période un petit peu d'études nous protège de ces opérations de rebasage qui peuvent effectivement faire énormément varier le dénominateur et par conséquent modifier de façon assez significative les ratios qui sont à l'étude. Mais je pense que sur l'étude que l'on a menée, on est relativement prémunis effectivement de ce biais de rebasage. Si je peux me permettre, je suis complètement d'accord évidemment avec ce que vous venez de dire. Il y a évidemment le sujet majeur, vous demandez à n'importe quel gouvernement, est autour de l'informalité, et donc ça veut dire autour du rebasage, d'une manière ou d'une autre, c'est la même chose. Mais l'estimation, alors au-delà de ceux qui, de ma part, c'est pas du tout négatif, mais au-delà de ceux qui le font régulièrement ou à mon goût, trop régulièrement, parce que c'est quand même un exercice qui nécessite de la précision. L'estimation est que si vraiment ils se mettent et on se met à travailler sur l'informalité, les nouveaux PIB quelque part arriveraient dans 2-3 ans avec quelque chose de significatif, parce qu'il faut vraiment avoir travaillé sur ces sujets d'informalité sur lesquels quasiment personne n'a vraiment commencé à travailler de manière structurante, pour avoir des vrais effets et gagner 10 points ou ce genre de choses.
Merci beaucoup. Nous avons une question autour, quelles seraient les approches de solutions pour pallier les cycles d'endettement que les pays africains connaissent? Alors, c'est un peu les pistes qui ont été dressées, mais est-ce que vous voulez encore apporter des précisions? Bon, je crois que Mme Kichel a pas mal discuté un peu effectivement de ces approches et des différentes solutions qu'il faut mener pour justement que les investissements qui sont financés par la dette soient relativement productifs pour pouvoir générer suffisamment de recettes fiscales par la suite et pour pouvoir effectivement se prémunir de ces risques de surendettement ou des risques de liquidité du moins à court terme. Voilà, il y a plein de choses qui sont effectivement sur la table, des facteurs, de repenser un petit peu aussi le processus de développement et de la structure par exemple des exportations des pays africains. Vous avez plein de pays qui exportent énormément de matières premières non transformées et qui réimportent ces mêmes matières premières transformées 10 fois plus chères par la suite, donc qui effectivement contribuent à creuser là aussi le sol commercial de ces pays et donc à nécessiter de nouveaux financements extérieurs. Donc voilà, comme l'a très bien dit Mme Kichel et comme également on a parlé à Benoît, je pense que c'est une réflexion à mener autour effectivement des processus de développement de certains de pays, dans le suivi également des investissements qui sont financés par la dette extérieure. Voilà, avoir une meilleure approche ou plutôt peut-être une approche un peu plus poussée, un peu plus spécifique sur ces investissements, essayer d'avoir un maximum de rentabilité, de rendement du capital pour pouvoir par la suite effectivement ne plus être exposé justement à des risques de liquidité ou de surendettement. Ou généralement, effectivement, à partir du moment où on rencontre des problèmes de remboursement, eh bien, ça appelle de la nouvelle dette pour refinancer justement celle existante. On ne vous entend pas, Laure. Ah, Voilà. Pardonnez-moi. Vous m'entendez Voilà. maintenant? Oui. Oui, très bien. Pardon. Je disais que j'étais bien sûr tout à fait d'accord avec ça. Et le point qui est vraiment très, très important, c'est le fait de l'adéquation de la durée de la dette. Enfin, tout est bien sûr, je suis d'accord, mais souvent, sur les cycles, si vous avez une centrale à financer, je crois qu'on peut tous être d'accord sur 3 ans, c'est pas forcément la bonne maturité. Bon, donc évidemment, si vous avez votre financement à 20 ans, c'est évidemment très aidant pour éviter, en plus du fait que vous ayez choisi le bon investissement, pour justement passer ces cycles là. Donc, et ça, les pays africains en souffrent beaucoup parce qu'il y a encore un déficit autour de la perception de crédit de ces pays. On est en train de faire quelque chose de très intéressant sur le fait de regarder est-ce qu'il y a un biais. Alors, on le regarde en qualitatif et en quantitatif. Est-ce qu'il y a un biais des agences de notation par rapport à l'Afrique versus d'autres pays qui auraient à peu près les mêmes notations? Et en fait, on est en train de faire l'étude, donc je n'ai pas encore tous nos résultats, ce qu'on est en train de creuser, mais on a déjà vu qu'il y avait des biais par rapport à ça. Donc, et évidemment, quand on pense aussi à certaines notations, la notation, le ranking au CDE est quelque chose, et c'est la méthodologie, hein, donc, mais est quelque chose qui pénalise aussi sur la capacité d'aller chercher du long. Donc, tout ça fait que c'est un sujet ou un nœud que d'une manière ou d'une autre, faut réussir à gérer. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Mme Kichel, effectivement, je pense que c'est un point très important qu'elle a soulevé, qui est tout à fait complémentaire de notre étude, c'est celui du coût de l'endettement. Et effectivement, les taux d'intérêt sont extrêmement importants sur des maturités effectivement courtes. Donc là aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce mismatch temporel entre ce que l'on attend effectivement de ces investissements financés par la dette et les tableaux d'échéancier de remboursement par la suite. Et pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit sur les notations, moi j'ai vu un autre papier passer en 2015 de Olabisi, un autre co-auteur, qui regardait un petit peu effectivement les écarts de spread sur les obligations d'État, donc entre les pays d'Afrique et d'autres pays en voie de développement, et qui comparait effectivement à niveau de revenu donné, à performance macroéconomique donnée, à performance institutionnelle donnée, effectivement les écarts de spread, et on observait effectivement à la fin qu'une simple demi dans la régression traduisait un stigma sur le marché financier vis-à-vis des pays d'Afrique, et notamment des pays d'Afrique subsaharienne, malgré effectivement des améliorations sensibles dans la mobilisation des ressources intérieures, malgré des améliorations sensibles dans la gouvernance, dans le profil macroéconomique. Effectivement, il semblerait, bon, je n'ai que cette étude, mais je pense que peut-être les études de Mme Kichel viendront complémenter celles de Olabisi, et qui montrent effectivement qu'il semble y avoir une sorte de stigma des marchés financiers par rapport aux souverains africains, quoi. Bien. Je signale, et Mme Kichel le fera mieux que moi, qu'il y a donc cette agence de notation panafricaine, Bloomfield Investment, qui travaille éminemment sur ces sujets. Et peut-être que vous faites une étude en commun, mais en tout cas, on commence à s'y intéresser aussi à l'AFD. Ils sont plus qu'appliqués et on apprécie beaucoup leurs analyses. Donc, ils sont plus qu'appliqués sur tous les… Ils font beaucoup de provocations par rapport… C'est très positif dans ma bouche, par rapport aux grandes agences, et ils ont bien raison.
La question du retrait de la communauté internationale, hein, je pense que ça ne se produira pas, donc voilà, je peux vous rassurer sur ce plan. Est-ce que le blended finance peut aider dans la réponse à court-moyen terme sur le choc de la dette? Oui, et c'est de plus en plus monnaie courante n'est peut-être pas le bon terme, mais c'est de plus en plus ce qui est recherché. Alors après, c'est toujours la même chose, c'est quels sont les délais. Donc, parce que si vous cherchez à faire ce genre de choses, ça vous prend plus de temps que si vous allez vers une solution entre guillemets simple. Et donc, certains peuvent de temps en temps être tentés d'aller vers la simplicité pour la rapidité et les fonds tout de suite, versus aller chercher quelque chose de plus sophistiqué. Donc là, il y a une vraie responsabilité, de mon point de vue, des institutions internationales sur le fait d'accélérer certaines des procédures le plus possible, ce qui ne veut pas dire prendre évidemment n'importe quel risque, mais permettant justement ces financements qui sont beaucoup plus vertueux. Alors, on a également vu que de temps en temps, quand il y a ces blended finance, il peut y avoir des structures qui sont finalement tellement complexes que certains pays ont du mal à les suivre. Donc, j'insiste aussi là-dessus parce que les choses qui sont d'excellentes idées, en fait, dans la vie des instruments, devient quelque chose qui est en fait, et on n'avait pas pensé, alors on peut dire on aurait dû y penser, mais de temps en temps, c'est des choses sur des sujets environnementaux, par exemple, où on se rend compte que y a un problème parce qu'on construit une route, on est obligé de déplacer des populations. Les populations n'ont pas réellement été compensées comme elles auraient dû être compensées. Donc, tout ça, évidemment qu'il faut qu'elles soient compensées. Mais que ça arrête un projet ou que ça mette en difficulté un pays parce que tout d'un coup, il est en défaut de quelque chose, enfin, c'est pas l'esprit quand même non plus du financement du développement. Et après, revenir en arrière est compliqué parce qu'on dit mais non, c'est dans les statuts de l'institution internationale, etc. Et donc en fait, tout le monde, c'est la même chose avec les meilleures intentions. Le sujet n'est pas là, mais dans le côté pratique de la vie de ces financements, de faire preuve peut-être de temps en temps d'une plus forte réactivité quand on a ce type de sujet qui se produit. Merci beaucoup. Une question sur est-ce que les mêmes risques n'entraînent-ils pas les mêmes effets? Donc, les récentes ISSD du G20 ne risquent-elles pas de contribuer au surendettement de certains États, comme par le passé PPTE et IADM? Il est un peu tôt pour le dire. Il va falloir attendre de voir un petit peu. Certes, en fait, à chaque fois qu'il y a une annulation de dette ou une restructuration de dette ou un moratoire, il peut y avoir dans chacun des cas, effectivement, des effets d'aléa moral qui se mettent en place. Maintenant, du moins, le seul truc que j'ai pu observer récemment suite à cette ISSD, c'est qu'il a permis dans une certaine mesure, mais c'est tout à fait compréhensible, il a permis dans une certaine mesure, effectivement, aux pays par la suite qui en ont bénéficié d'avoir accès effectivement à de l'endettement à un taux plus faible. Pourquoi? Eh bien, là aussi, vous avez une étude qui a été faite par Andrea Presbitero, Valentin Lang et un autre co-auteur dont je ne me rappelle pas le nom, qui ont montré que suite à l'ISSD, tous les pays qui avaient été éligibles et qui avaient participé à cette ISSD faisaient face ensuite sur les marchés financiers à des spreads plus faible comparativement aux autres pays éligibles, mais qui n'avaient pas choisi de bénéficier de l'ISSD. Donc, dans un certain sens, eh bien, ça peut, à court terme du moins, amener un financement relativement plus faible, qui reste quand même, comme il a été dit, relativement trop élevé par rapport effectivement à d'autres pays en voie de développement, mais du moins, ça entraîne effectivement une baisse un petit peu de ces spreads. Ce qui va se passer avec l'ISSD, ça va dépendre un petit peu de la participation et donc par la suite du cadre commun. Ça va un petit peu, je pense, à mon avis, dépendre de la participation ou non des créanciers privés effectivement à ces initiatives. S'ils ne participent pas à ces initiatives et que les bailleurs bilatéraux, multilatéraux agissent quand bien même, eh bien, ça enverra un certain signal au marché financier et aux créanciers privés, qui a été le signal qui a été envoyé d'ailleurs à l'ISSD, puisque je vous rappelle qu'ils ont été invités à participer. Je ne crois pas qu'ils ont participé, du moins en très très faible nombre. Et ce qui entraîne en réalité une sorte de signal de subvention des créanciers privés, puisqu'étant donné que effectivement ce moratoire libère de l'espace fiscal à court terme, eh bien l'argent étant fongible, il peut tout à fait servir à rembourser effectivement certains des créanciers privés. Donc les créanciers privés voient davantage ce genre de restructuration de dette ou de traitement de la dette comme plutôt d'un bon oeil, puisque du coup ça garantit un petit peu leurs créances, puisque ça libère l'espace fiscal pour les pays débiteurs qui peuvent par la suite les rembourser. Donc à court terme, je dirais qu'effectivement l'ISSD va peut-être, et le cadre commun va peut-être, s'il n'y a pas participation des créanciers privés, et puis même s'il y a participation des créanciers privés, parce que historiquement, ce qu'on regarde, mis à part effectivement les travaux de Trebèche qui portaient davantage sur les pays émergents et dans la crise des années 80, où il a été montré effectivement qu'un défaut, une restructuration de dette donc d'un État vis-à-vis de créanciers privés avait conduit à une augmentation des spreads et à une exclusion temporaire du marché.
sur les initiatives PPTE et sur des pays à très faible revenu, il a été montré effectivement qu'en réalité, s'il y avait une restructuration de dettes commerciales, donc détenues par des créanciers privés, il n'y avait pas forcément un surcoût sur les marchés financiers. Pourquoi? Pour un tas de facteurs, notamment à cause de l'environnement international. Si vous êtes dans un environnement international où vous avez des pays qui sont en reprise économique relativement difficile, où il y a un faible rendement du capital, eh bien les investisseurs privés vont toujours aller se reporter vers des investissements peut-être relativement plus sûrs ou du moins à minima plus attractifs, comme par exemple le souverain dans les pays en voie de développement, et continueront potentiellement de financer des pays et des États d'Afrique. Donc je pense qu'à court terme, il devrait avoir peut-être potentiellement une réduction un petit peu de ce coût de l'emprunt. Maintenant, sur le long terme, tout dépendra de tout un tas de facteurs, de tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur effectivement la faculté à générer de ressources, la faculté à pouvoir servir de la dette et la faculté à s'engager sur un processus de développement qui permet de s'endetter de façon soutenable. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au début du DSSM, on s'en souvient tous, les agences de notation avaient commencé à dégrader. Donc, a priori, ça va plutôt dans le sens d'une augmentation. Et la plupart du secteur privé disaient que ça allait faire augmenter le coût, voire pire, pour ceux qui étaient un peu lyriques, ça allait fermer l'accès au marché de ceux qui prenaient cette initiative. Il a évidemment été dit la même chose sur le Common Framework, même si comparer les deux, parce qu'ils n'ont pas la même ampleur, est stupide a priori. Mais je disais ça par provocation. Non, mais tout ça pour dire que évidemment, le raisonnement qui consiste à dire on vous donne de l'espace fiscal. Et donc, à cause de ça, vous pouvez plus gérer vos problématiques. Et normalement, ça va donc vous aider dans le crédit et dans l'histoire du pays. Sont des choses qui semblent assez logiques malgré tout, mais ils n'ont pas été aussi vues de manière aussi logique que ça par pas mal de gens. Ce qui veut aussi dire, et le grand facteur sous-jacent en fait de la diminution des coûts de financement, au-delà c'est d'une trivialité ce que je dis, de l'offre et la demande, parce que c'est quand même ça qui fait qu'on arrive à avoir des taux tels qu'on les a, c'est cette masse d'épargne forte. Mais si après on veut être beaucoup plus granulaire, l'autre facteur très important, au-delà des facteurs techniques aussi, puisque quand on assèche certaines souches sur ses propres obligations, on crée aussi là mécaniquement ce jeu d'offre et de demande. Donc au-delà de ces facteurs-là, c'est après un vrai dialogue avec les créanciers où on vraiment les éduque sur le pays, sur le vrai risque du pays, qui permet de faire diminuer les coûts de financement. Alors c'est toujours difficile d'isoler, mais de l'ordre de 25 à même jusqu'à 75 points de base quand il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait dans le temps. Mais tout ça a été pour dire qu'on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, ça bien sûr on le sait, mais quand il y a ce type d'annonces qui sont faites, et souvent les choses sont à l'inverse de ce qui a été anticipé. Merci beaucoup. Nous arrivons, hélas, au terme de notre session. Nous n'avons pas pu répondre à certaines questions. Je vous invite à lire le papier Macrodev qui a été mis dans le lien. Un certain nombre de réponses sont apportées. Les auteurs peuvent être contactés et n'hésiteront pas à répondre à vos questions. Merci pour cette belle mise en perspective. De gros enjeux nous attendent. Je crois qu'à très court terme, nous allons tous être très attentifs à ce qui se passe sur le traitement dans le cadre du cadre commun de la dette tchadienne. Donc, ça sera un exemple. Et puis, on retient donc les pistes de solutions pour améliorer tout. Alors à la fois la surveillance à travers le cadre de viabilité de la dette qui peut être améliorée, les modalités de traitement de la dette ensuite pour être adapté aux nouveaux modes de financement et aux nouveaux acteurs. Et puis côté des pays eux-mêmes, bien tout ce travail de fine-tuning et de renforcement de ces capacités. Voilà. Et côté AFD, nous sommes très attentifs à ces sujets-là et en tout cas, on suit ça de manière très, très, très rapprochée. Merci infiniment, Anne-Laure, pour votre participation. Merci à Marin aussi et à Benoît. Merci à tous de votre participation. Cette vidéo sera en replay sur le site de l'AFD. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt pour une prochaine édition des Conversations de recherche. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.